Bon, bienvenue à tous pour cette présentation des nouveautés de Dolibar 22. Pour les habitués, vous allez voir, le programme est encore assez chargé. On va voir pas mal de choses. On va pas tout voir, toutes les évolutions, mais la plupart des principales. On va essayer de faire vite, passer là-dessus. Vous avez l'habitude, c'est le nombre d'évolutions. Donc on voit que sur la version 22, on a 108 nouveautés, dont 22 pour les développeurs. C'est un peu moins que la V21, que la V20, mais en fait on va voir qu'il y a quand même que... Ça c'est en quantité, qu'en qualité, en taille, on a quelques grosses fonctionnalités. Si on raisonne en termes de commit, quantité de travail fait par les développeurs, on voit qu'on est ici, on sait qu'on est en phase bêta, la version V22 a démarré sa phase bêta le mois dernier, enfin il y a peu de temps. On sait qu'à ce moment-là, au moment du DevCamp, le nombre de commits et de développeurs qui ont contribué à la version sont en général aux 2/3 de la version définitive finale. Donc, ce qui veut dire qu'on est ici plutôt sur un équivalent de la V16 en termes de travail. Voilà, si on voulait pouvoir comparer. On va passer là-dessus parce que c'est intéressant, mais très rapidement, juste pour comparer. Un nouvel indicateur que je sors pas d'habitude, mais que j'ai voulu sortir cette fois, parce que je me suis rendu compte que de plus en plus de monde dans l'open source, pour jauger la popularité d'un projet, se base sur ce qu'on appelle les GitHub stars, donc les petites étoiles. Donc j'ai voulu regarder un peu, aller voir ce qu'on avait sur Dolibar, et puis voilà le graphique qui est sorti en termes de GitHub Star. Donc on a dépassé les 6250 ce mois-ci en fait. Ça correspond au nombre de personnes qui ont mis dans leurs favoris le projet Dolibar sous GitHub. Alors, on va commencer par premièrement l'information des changements en termes de compatibilité. Il n'y a pas de changement par rapport à la version précédente sur les versions mineures et min et max de PHP. On est toujours sur minimum PHP 7.1, maximum PHP 8.4. On a une librairie par contre qui était utilisée par personne, y compris par Dolibar, juste pour une petite fonction cachée qui ne marchait pas bien, donc qui a été supprimée. On a des styles CSS qui ont été supprimés. Donc ça c'est pour les développeurs qui soient informés. Et puis en mise à jour, on n'a pas eu grand chose non plus, donc ce chapitre va être vite traité. On a juste fait une mise à jour de la librairie FontAwesome, donc la librairie qui permet d'avoir les petits icônes de l'interface graphique, qui est passée en version 5.15. Et une mise à jour de la version TCPDF en version 1.1 au lieu de 1.0. Ça par contre ça a des impacts positifs, mais on va les voir un peu plus tard. Le chapitre de la qualité du code et notamment du combat contre la dette technique. Je vous ai rappelé les niveaux de version de dette technique à niveau d'exigence comparable, puisqu'en fait au fur et à mesure des versions, on augmente le niveau d'exigence, mais si on avait pris la V18 et qu'on avait appliqué les règles d'exigence en termes de qualité de code sur la V18, on était à 39 919 non-conformités. Pour aujourd'hui, plus que 937, avec un espoir de passer à 0. Si on regarde la courbe, quand on voit le nombre de non-conformités qui ont été supprimées, on peut se dire que c'est assez facile à atteindre, mais à chaque fois, on travaille toujours sur les plus faciles d'abord, puis les plus durs, Donc, à chaque fois, c'est un peu plus dur. Donc, je doute qu'on atteigne ce nombre de 0. Mais pourquoi pas, qui sait? On va parler maintenant des performances, donc des évolutions qui ont été faites dans les performances. Donc pour les développeurs, beaucoup utilisaient la notion de cache pour ne pas refaire 2 fois la même opération dans le cadre d'un traitement d'affichage de la page de l'application. Ces caches étaient souvent des variables locales.
la V22, on a un peu uniformisé. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a besoin d'un cache, c'est plus une variable X ou Y, c'est la variable $conf cache qui est en fait un tableau dans lequel on va pouvoir mettre une clé pour pouvoir dire quel cache on veut et nommer un cache. Et donc chacun peut utiliser son cache avec son propre nom. L'avantage d'utiliser ça, c'est que cette information de cache, elle est persistante entre classes, entre librairies, entre fonctions. Alors que lorsqu'on utilisait une variable locale, si on réappelait une deuxième fois la même fonction, puisque c'était une variable locale, l'information était perdue. Donc là, on a un cache qui est un peu plus global au niveau de la session de sollicitation de la page. Une autre grosse évolution qui est aujourd'hui conditionnée sur une constante, c'est voilà, donc bon, le nom, il est un peu barbare, mais pour les développeurs, il va parler. Donc il signifie que maintenant, lorsqu'on va demander une information sur un objet, on va récupérer l'objet avec juste une seule requête SQL, là où avant on pouvait en faire 500. Si on prend le cas par exemple d'une facture qui a 500 lignes, on faisait 501 requêtes, une pour la facture, 500 pour les lignes. Avec cette option, donc c'est normalement transparent pour le développeur, c'est juste le fait d'activer cette option. La fonction fetch, pour la nommer, va simplement essayer de tout récupérer en une seule requête. Voilà. À tester, c'est pas implémenté partout, c'est implémenté sur les factures, je pense, et si ça marche bien, ça gagne à être beaucoup plus généralisé sur d'autres objets. Mais si vous avez un Dolibar, vous manipulez des petits objets, vous ne verrez pas la différence. Par contre, dès que vous manipulez des objets avec beaucoup de lignes, c'est là que cette option tient tout son sens. La partie des évolutions de sécurité. Ça fait déjà depuis la V20 que j'introduis des nouvelles variables de sécurité, où j'annonce qu'elles seront mises en standard. Ben, c'est fait pour ces deux-là. Donc deux options de sécurité que les intégrateurs pouvaient activer pour leurs clients, ou les utilisateurs de manière plus générale avancée de Dolibar pouvaient activer, qui permettaient d'avoir des données un peu mieux nettoyées, voilà, pour éviter donc, à des utilisateurs malveillants d'introduire des informations mauvaises dans les formulaires. Donc ces deux options sont maintenant activées par défaut. Juste noter que la deuxième n'a d'effet que si vous avez le module PHPTD. Si vous n'avez pas ce module sur votre instance, cette option est activée, mais elle n'aura aucun effet. Voilà. Donc ces deux options qui se veulent transparentes, puisque ça fait quand même un moment qu'elles sont disponibles. Quand j'encourage tout le monde à les activer bien avant la V22, bah maintenant, c'est que vous l'activiez ou pas, enfin, ce sera forcément activé, que vous le vouliez ou non. Il y en a encore deux autres qui ne sont toujours pas actives, mais qui le seront sûrement un peu plus tard. Une autre option qui est apparue en termes de sécurité, c'est une option qui permet, dans la configuration des fichiers, de l'envoi de fichiers, on va pouvoir définir quelles sont les extensions autorisées, ou plutôt interdites. Voilà, c'est les extensions qui sont interdites en tant que fichier soumis par l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous avez, donc dans la page de configuration des options interdites, vous avez cette liste-là. Si vous essayez de soumettre un fichier pour être stocké dans la JET de Dolibar, par exemple, ou en pièce jointe d'un document, si ce fichier se termine par .py, il sera tout simplement refusé. D'autres évolutions en termes de sécurité, vous avez un éditeur de Content Security Policy. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les Content Security Policy, c'est un mécanisme que l'on va pouvoir implémenter dans une application pour donner des règles qui seront propagées au navigateur dans l'entête HTTP. Et ces règles vont permettre de bloquer certaines fonctionnalités du navigateur pour apporter un peu plus de sécurité. Il y en a beaucoup, des Content Security Policy. Il y a
Il y en a un paquet. Et il y en a tellement, avec une syntaxe qui est un peu barbare, que pour pouvoir les mettre en œuvre, ces règles de sécurité, il fallait un petit éditeur pour que même un intégrateur comprenne ce qu'il fait. Donc c'est cette fonction, ce petit éditeur, cet outil qui permet de définir ces règles qui a été ajouté. Aujourd'hui, cet outil donc, permet de définir ces Content Security Policy. Je vous donne un exemple. Vous voulez être sûr que la caméra soit totalement désactivée. Eh bien, vous pouvez définir une règle en disant à partir du moment où je cherche cette page web, la caméra sera désactivée, point barre, qu'on le veuille ou non. Voilà. Il y en a plein. Pour l'instant, cet éditeur ne fonctionne que sur les sites web que vous faites avec le module CMS, donc le module de site web de Dolibar. Probablement, parce que c'est là on parle en bêta, donc c'est un travail qui est en cours et qui n'est pas encore forcément 100% finalisé, mais probablement que cet éditeur va également être disponible pour votre Dolibar même, puisque ce sera le même éditeur. C'est juste que les règles vont s'appliquer soit au site web, soit à votre Dolibar. Voilà. Donc je ne rentrerai pas là-dedans, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir, mais en termes de sécurité, c'est très très efficace. Par exemple, vous pouvez dire les images qui vont être intégrées dans mon site web, je n'accepte que les images de YouTube. Voilà, par exemple. Et donc si quelqu'un a réussi à faire de l'injection grâce à des formulaires pour mettre une image d'un autre site, bah, ce sera bloqué grâce à ces règles CSP. Voilà. Il y en a beaucoup, mais c'est très très efficace. Donc il y a également dans la page de résumé de la situation de la sécurité de Dolibar, vous savez qu'il y a une page dédiée à ça, on propose des exemples de valeurs à mettre que vous pouvez donc appliquer sans trop comprendre, puisque les exemples que l'on donne, c'est des exemples qui blindent un peu sans sacrifier de fonctionnalités vraiment. Mais après, quand on s'y connaît, on peut vraiment rentrer en détail et mettre des règles très puissantes qui ont vraiment un effet protecteur très important. On a une nouvelle option qui permet de définir la taille maximale d'un fichier upload, donc un fichier qui va être téléchargé, donc toujours dans la section des configurations sécurité. Une grosse nouveauté, c'est le WAF. Donc le WAF, c'est le Web Application Firewall. Donc le firewall applicatif, c'est quoi? C'est une couche technique qui va bloquer les appels, les données entrantes dans votre application en fonction de règles techniques. Donc là, on est sur du filtrage de la donnée qui serait saisie par l'utilisateur. Et ce filtrage, il est fait non pas comme on l'a avec un firewall technique où ça va se limiter à dire j'autorise tel serveur et sur tel port et puis c'est tout. Là, on va pouvoir avoir des règles vraiment, la personne m'a soumis un montant, le montant, il n'y a forcément que des numériques avec forcément une virgule et toute autre chose sera exclue. Donc tout ça, cette couche-là, c'est ce qu'on appelle le Web Application Firewall, qui était un composant de Dolibar qui existe depuis maintenant un moment, mais qui était imbriqué dans le code de Dolibar. Aujourd'hui, la grosse évolution, c'est que ce firewall applicatif, il a été entièrement sorti dans un fichier indépendant qui s'appelle waf.in.php. Ce fichier, il se trouve dans la racine du projet Dolibar et il n'a absolument aucune dépendance avec l'application Dolibar. C'est un composant firewall applicatif totalement indépendant. Ce qui veut dire que si vous avez un projet PHP qui s'appelle Toto, qui n'a rien à voir avec Dolibar, si vous mettez ce fichier-là dans votre projet et que vous faites juste un include pour inclure ce fichier dans votre projet en première ligne de votre page PHP, vous avez un projet qui se trouve protégé par la même couche de firewall applicatif que le firewall applicatif de Dolibar actuel. Si vous n'avez pas la main sur le projet, par exemple vous êtes hébergeur et vous hébergez des applications PHP faites
faites par vos clients sur lesquels vous n'avez pas la main et vous ne pouvez pas mettre cette petite protection, vous pouvez, par exemple, intégrer ce fichier-là dans votre fichier PHP-ini, dans la commande prepend, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, la directive PHP qui dit « Exécute-moi ce script avant toute exécution de page PHP ». Et du coup, vous bénéficiez d'une protection sur toutes les applications de vos clients sans avoir touché une ligne de code de ces clients. Donc ça, c'est pour vous montrer vraiment à quel point ce script il est indépendant de Dolibar. Et c'est grâce à cette indépendance qu'on a pu appliquer le firewall applicatif aux sites web qui sont proposés Dolibar. Dolibar permet de faire de la gestion, mais il permet aussi de faire des sites web. Et bien ces sites web sont dorénavant en V22 protégés par le même firewall que l'application Dolibar même. Simplement, ce que font les sites web, c'est que les sites web générés par Dolibar vont simplement faire un include de cette couche de protection. Voilà. Donc c'est ce qui est mentionné dans le point suivant. Alors on va passer maintenant au chapitre du look and feel, donc l'ergonomie. Alors bon, petite modif simple, c'est qu'on avait les bords arrondis qui ont été introduits en V21. Ça a été généralisé aux composants, donc les éditeurs de texte riches qui n'appliquaient pas la règle des arrondis comme l'avait configuré l'utilisateur. Donc maintenant c'est le cas. Une évolution intéressante, c'est les filtres de date. Prenons le cas de la comptabilité. Il y a plusieurs reportings. Je fais un filtrage, par exemple, je veux que les informations qui vont du 1er janvier au 31 mars. J'applique ce filtre et puis je vais aller voir un autre reporting, mais je suis toujours dans le même contexte. Je veux que ce filtre du 1er janvier au 31 mars soit persistant. Et je veux, en me baladant dans tous les rapports que je vais consulter, ne pas avoir à ressaisir systématiquement ce filtrage. Donc il y avait un début d'implémentation qui avait été fait, mais qui n'était pas très satisfaisant. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on a toujours cette persistance qui est possible, mais cette persistance, maintenant, elle est possible par famille d'écran. C'est-à-dire que tous les rapports de comptabilité, par exemple, vont associer dans la même famille, et donc, on aura persistance du filtre de date dans tous ces écrans, dès lors qu'ils sont dans la même famille. Et ça, en tant que développeur, vous pouvez, vous aussi, utiliser cette capacité. Si vous avez des écrans qui ont besoin de partager des filtres, je prends l'exemple de filtre de date, mais ça peut être n'importe quel autre filtre. Donc, je dis bêtise, pour l'instant, c'est limité aux dates. Mais si vous avez aussi comme ça des filtrages de date, vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit persistant d'un écran à l'autre, simplement en récupérant les paramètres date grâce à la nouvelle fonction qui s'appelle getPostDate. On va dire quel est le champ à récupérer et surtout on va introduire un deuxième paramètre qui va être le nom de la famille. Dès lors que deux écrans font tous les deux le getPostDate du même nom de champ et qui sont dans la même famille, l'un va récupérer ce qui avait été saisi dans l'autre. Voilà. Et donc ça permet à l'utilisateur d'éviter d'avoir à ressaisir les mêmes informations lorsqu'il est dans un contexte où ces données ont intérêt à rester persistantes. Quand tu parles de famille, tu parles de famille au sens module? Quand je parle de famille, c'est une notion, c'est à vous de la définir. Par exemple, j'ai 5 écrans, ces 5 écrans-là, je veux qu'ils soient dans la même famille, je vais mettre le code famille 1. Et puis ces 3 écrans-là, je veux qu'ils gardent le même fil, la même notion. Enfin, je veux que la notion de date soit persistante quand je vais d'un écran à l'autre, ce sera la famille 2. Voilà. Mais ça, c'est vous qui choisissez grâce à un code. C'est simplement le deuxième paramètre de cette fonction et vous mettez le code que vous voulez. Toto, Titi, à partir du moment où vous changez de famille, on retombe dans un format classique, c'est-à-dire que quand vous allez sur l'écran, par défaut, votre filtre est vide. Pour le moment, il y a une cohérence par rapport aux écrans de Dolibar existants. Aujourd'hui, c'est mis en œuvre sur tous les écrans de reporting de la comptabilité. Donc aujourd'hui, il y a une notion de famille qui est le reporting de comptabilité de Dolibar. Le getPostDate devient une fonction... Ça devient une fonction standard. De récupération de la date dans le poste ou... Le getPostDate devient...
Aujourd'hui, on a un get global int, enfin on a un get int, Get post int, bah, c'est le même genre, mais c'est dédié aux dates. Voilà, donc Ouais. le deuxième paramètre est optionnel. Il est optionnel, complètement. Un dernier point, pareil dans le look and feel, c'est une réorganisation des catégories. On va le voir peut-être un peu après. Il y a la notion de tag et de catégorie qui s'est enrichie. On peut maintenant mettre des tags et des catégories sur les factures, sur les commandes, factures fournisseurs, ce qu'on pouvait déjà faire sur les tiers, sur pas mal d'objets. Il y a beaucoup plus d'objets, ce qui veut dire que potentiellement, ça devait rajouter plein de menus, puisqu'à chaque nouvel objet, il y avait une entrée menu. Bon, en fait, non, ça a même simplifié tout ça, puisque dorénavant, et ça peut-être le mieux, c'est encore de le montrer. Si je prends par exemple un tiers, on avait dans le menu de gestion des tiers, on avait une entrée spéciale pour pouvoir éditer les catégories du tiers, tout comme on avait une entrée spéciale qui était à peu près ici pour pouvoir éditer les catégories d'un contact. Aujourd'hui, on a dans le menu outils une entrée globale, donc tag catégorie. Alors là, c'est un peu tronqué à cause de la projection. Où on va retrouver toutes les notions de tag et de catégorie. Donc on voit les nouvelles. Les tags de catégorie de facture, ça n'existait pas en V21. Tout comme facture fournisseur et d'autres notions. Et on va pouvoir aller, par exemple, je vais sur les catégories des adhérents. On va pouvoir avoir un écran qui respecte les standards de tous les autres écrans, où on va pouvoir créer des nouveaux objets. Donc, la catégorie d'une proposition commerciale suit la chaîne commerciale, c'est-à-dire que si j'ai des catégories de propositions commerciales, j'ai automatiquement la même dans les commandes et les factures? non, non, c'est des notions indépendantes. Les catégories de tiers sont propres aux tiers, les catégories d'adhérents sont propres aux adhérents, les catégories de devis sont propres aux devis, les catégories de factures sont propres aux factures. Il n'y a actuellement pas de propagation de l'un à l'autre, même si on retrouverait, on peut imaginer que les catégories aient le même nom, et on pourrait imaginer une propagation dans ces cas-là. C'est aujourd'hui pas le cas. Donc, on a un éditeur spécialisé pour pouvoir gérer nos catégories, avec l'interface qu'on a l'habitude d'avoir sur Dolibar, le mode liste, le mode hiérarchie, puisqu'on sait que les catégories sont en mode hiérarchique. Donc, par exemple, adhérent VIP du Nord. Voilà, donc ça c'est grâce, c'est ce nouvel écran d'édition de catégories. On va pouvoir éditer toutes les catégories. Maintenant, c'est un peu lourd de devoir dire à chaque fois que je veux faire de l'édition de catégories, je vais dans cet écran. Là où on a encore progressé, c'est que maintenant on va pouvoir créer la catégorie en live au moment où on crée l'objet. Je vais prendre l'exemple ici, j'étais sur un adhérent. Je crée un nouvel adhérent. On voit ici que dans mes catégories, je retrouve les deux catégories que je viens de créer. Mais on va systématiquement avoir, dès lors qu'on a une liste déroulante de catégories, on va avoir un petit bouton plus. Parce que je n'ai pas la catégorie en question, je veux en rajouter une. Et là, on voit on retombe sur l'éditeur, et surtout on retombe sur l'éditeur en mode pop-up, et non pas en mode bascule d'écran, comme on l'a actuellement dans certaines fonctionnalités où on a la fonction plus également. On va pouvoir se balader là-dessus, en supprimer, en éditer, en rajouter. Je vais rajouter une catégorie Toto. Et automatiquement, j'ai ma catégorie qui est présente et je vais pouvoir la choisir. Donc je n'ai pas eu besoin de quitter le formulaire tant que j'étais en train de saisir pour pouvoir faire cette opération. On pourrait imaginer dans une évolution encore ultérieure, c'est dès lors qu'on clique sur le plus et qu'on crée une nouvelle catégorie, que lorsqu'on ferme automatiquement, elle soit intégrée dans la liste. C'est quelque chose de tout à fait envisageable.
Voilà, donc ça c'était pour cette notion, donc cette notion de cette nouvelle manière de pouvoir gérer les catégories, ce qui nous a permis de faire sauter plein d'entrées, toutes les entrées sur les catégories qu'on avait un peu partout, d'autant que maintenant on a sur quasiment tous les objets, donc on avait ce menu qui était le même quasiment partout, répété plein de fois. Pour ceux qui aimaient l'ancienne méthode, il reste toujours possible de basculer, moyennant une configuration, à l'ancien menu, avec donc, le menu nouvelle catégorie. Voilà. Est-ce que la cible, c'est de supprimer toutes les tables de catégories pour n'en garder plus qu'une? Pas forcément, non. Alors, on revient au fil de la présentation. J'ai parlé des catégories. On va parler de fonctionnalités. Donc de nouvelles fonctionnalités maintenant. Oui, juste petite parenthèse par rapport aux fonctions de look and feel donc du chapitre d'avant. Il y en a d'autres. Il y a d'autres améliorations qui sont dans le domaine de l'amélioration du look and feel. Mais ça, John vous en parlera dans une présentation, si j'ai bien compris. Voilà. Je ne les ai pas mis là parce qu'elles ne sont pas en standard, elles sont en expérimental, mais John vous débriefera là-dessus. Alors, une fonctionnalité sur les webhooks. Donc les webhooks, c'est cette fonctionnalité de Dolibar qui permet de déclencher un appel à l'extérieur automatiquement sur un événement Dolibar. Par exemple, je valide une facture, paf, automatiquement, je peux déclencher un appel vers un site externe, peu importe, un Zapier, n'importe quoi, ou une appli secondaire, X ou Y. Donc il y avait ce mode de déclenchement automatique. Maintenant, il y a un autre mode en plus qui est le mode manuel, c'est-à-dire que vous allez valider votre facture et c'est au moment de valider que l'application vous pose la question, est-ce que vous voulez déclencher ou pas le trigger? Ce ne sera pas forcément systématique. Donc c'est ce mode manuel de déclenchement du trigger, qui n'est pas encore implémenté dans tous les triggers, mais il y en a quelques-uns où ça a été mis en œuvre. L'exemple est la voie est ouverte à la généralisation. Une autre évolution. Alors, on peut filtrer sur une chaîne incluant des espaces. Oui, alors là, je mets juste un petit exemple. Quand on faisait une recherche sur le terme ABC, bah, ça renvoyait, par exemple, je faisais une recherche sur un tiers, ça me renvoyait Alex Croc, parce qu'il y a le A dedans, il y a même le B et il y a même le C. Il fallait qu'il y ait les trois, puisqu'on faisait une recherche, je veux qu'il y ait A, B et C. Ça renvoyait également Bob Lassie, puisque dans tous les cas, le A, le B et le C sont trouvés. Maintenant, on peut faire une recherche. Donc quand je dis faire une recherche, c'est depuis les formulaires de recherche que vous avez en tête de colonne dans vos listes, en utilisant la simple code, par exemple, pour dire A, puis la chaîne B, espace C. Dans ce cas-là, ça va nous retourner Alex Croc, puisque on a bien B, espace C, comme un tout, et le A qui est disponible. Par contre, le Bob Lassie ne sortira pas. Si vous continuez à faire votre recherche sur ABC, vous continuerez à retrouver vos deux éléments. Voilà, donc ça permet de faire des filtres un peu plus évolués. Et ça, c'est généralisé à tous les filtres, en fait. Hein. Tous les filtres de type texte. Une autre évolution fonctionnelle, c'est la notion de zone CEPA. Dans la version 21, tout pays de la CE était considéré comme étant dans la zone CEPA. Et donc, on pouvait faire de la génération de fichiers CEPA pour les envoyer à sa banque, etc. Il y a des pays qui sont dans l'exception, qui ne sont pas dans la communauté européenne, mais pourtant, ils acceptent le standard CEPA. Donc, on a décorrélé cette notion de pays faisant partie de la communauté européenne, de pays qui acceptent la zone CEPA. Donc, c'est un champ supplémentaire dans le dictionnaire des pays. Vous pouvez dire, oui, c'est un pays qui accepte le CEPA ou pas. Je prends l'exemple de la Suisse, je crois, ou Monaco, qui acceptent le CEPA. Et donc, ça permet de faire des fichiers CEPA quand on est dans ces pays-là, sans être pour autant intégré dans la CE. Une fonctionnalité supplémentaire qui est la gestion de stock. Donc ça, c'est un gros morceau. On peut décider si un produit est soumis à une gestion de stock ou pas.
par produit. C'est plus une option globale, c'est le produit 1, oui, je veux gérer en stock. Le produit 2, par contre, c'est du consommable, je ne veux pas m'amuser à gérer du stock. Donc je dis non, pas de gestion de stock sur ce produit. Ça, je l'ai évoqué quand j'ai parlé des notions de catégories. Donc on a beaucoup plus de gestion de catégories et de tags sur plus d'objets d'Olibar. Alors, toujours dans la catégorie des nouvelles fonctionnalités, nous pouvons, sur un champ complémentaire, donc ce qu'on appelle les extra fields, donc les champs personnalisés que l'utilisateur va ajouter à un objet, on va pouvoir mettre une permission spéciale. Je rajoute un champ et je dis ce champ, ok, mais il est soumis à la permission lire ou valider les factures. Uniquement celui qui a la permission valider les factures. Alors en fait, c'est plus que on a accès à toutes les règles qui sont autorisées dans un champ extra field où on accepte du code limité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des tests sur est-ce qu'il y a un module qui est activé, est-ce que la variable Toto elle vaut 18, enfin, c'est un peu open bar pour l'intégrateur, mais ça permet d'avoir de la permission par rapport à un champ de données. En tout cas, un champ complémentaire. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Clickable links on metadata. Ah! Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on passait de la librairie TCPDF 1.0 à la librairie 1.1. Et ça change pas mal de choses. Et la première chose, c'est que les métadatas d'un fichier PDF ne sont plus perdus quand on va utiliser les fonctions de concaténation de deux PDF. Certains ont peut-être constaté qu'en concaténant des PDF, la notion de titre, d'index pouvait être perdue. La numérotation des pages. La numérotation des pages, elle va se refaire normalement. Mais surtout, alors, je vais venir après, on a une fonction supplémentaire qui permet aux développeurs de récupérer ces métadatas. Donc connaître le titre d'un PDF, son auteur ou les mots indexés d'un PDF. Mais on a aussi cette évolution qui arrive aussi ici, c'est que dans l'index, on stockait également des informations pour indiquer quelle était la page sur laquelle se trouve la signature PDF à faire pour les documents qui sont sujets à un besoin de signature en ligne, de signature PDF. Notamment un devis, en général, la dernière page, un document de 3 pages, la page 3 est soumise à une signature. Le problème, c'est que quand on concatène, la page 3, c'est plus la dernière, ça devient peut-être l'avant-dernière si on concatène un PDF de une page. Ensuite on sollicite le processus de signature en ligne, qui lui appliquait la règle, j'ai reçu la signature d'un client, je l'intègre dans le PDF sur la dernière page, la signature, au lieu de se retrouver sur la page 3, comme elle se devrait, donc la dernière page du devis, elle se trouvait sur la page du PDF concaténé. Le fait que maintenant on ne perde plus de ces informations-là fait qu'on est capable de réutiliser, y compris après concaténation d'un module externe ou d'une fonctionnalité native de Dolibar, on a toujours cette information qui est disponible. Résultat, la signature ira bien sur la page 3 comme il se doit, et ce, voilà, sans faire d'effort. Donc, vous pourrez aller voir, pour ceux qui développent des modules, des signatures, comment fait la fonction de signature native de Dolibar pour récupérer la bonne page et bien mettre la signature sur la page qui est nécessaire, pour que vous puissiez le faire aussi si vous avez des modules qui font la même chose. C'est pas compliqué, il suffit d'appeler cette méthode. On récupère une chaîne et dans la chaîne il y a un mot-clé spécial qui indique quelle est la page sur laquelle mettre la signature. Ça c'est grâce à TCPDF 1.1 ou pas? C'est en partie grâce à TCPDF 1.1 plus du code supplémentaire. Alors, au statut développement, mais je pense qu'Alexandre en parlera peut-être, c'est la notion de transfert en comptabilité en mode comptabilité de trésorerie.
Donc j'en parlerai pas plus, parce que Alexandre il fera ça beaucoup mieux que moi. Demain matin, 9h. Demain matin, 9h. 10h. 10h. T'es pour qu'il y ait le temps de dormir. Ça c'est quoi Module de numérotation. Ah oui, également dans la comptabilité, hop, patate chaude pour Alexandre, la notion de numérotation d'une référence automatique dans les transactions bancaires. Il vous en parlera également demain. Alors, qu'est-ce qu'on a également comme fonctionnalité intéressante? La fonctionnalité d'événements récurrents. Donc dans l'agenda d'Olibar, on peut mettre un événement récurrent, un événement qui aurait lieu tous les mois ou qui aurait lieu toutes les semaines. Donc c'est pas compliqué. Au lieu de choisir un événement qui est de type one time, on va choisir every month ou every week. Et puis on va indiquer jusqu'à quand cet événement est répété. Donc si je prends un événement tous les mois jusque le 31 décembre 2030, on va avoir autant d'événements jusqu'à la date donnée. Donc automatiquement, ces événements, vous verrez une entrée dans votre agenda. Tous les mois, il y aura une entrée dans l'agenda. Alors qu'on n'aura saisi qu'un seul événement, vous en verrez finalement plusieurs, une par mois. Ça ne crée pas autant d'événements dans la base. Si. Okay. Ça crée un événement dans la base, ce qui fait que tout est compatible. Et il y a par contre un champ qui fait le lien, qui permet de retrouver toute la série, qui permet de modifier un événement en particulier sans modifier les autres, par exemple, ou qui permettra demain peut-être de modifier toute la série ou de supprimer toute la série. C'est la table action com, c'est ça? Pardon? C'est la table LX action com? C'est la table LX action com, tout à fait. Alors, les fonctionnalités sur l'intelligence artificielle. Tu me fais une Apple? Allez, on va montrer plutôt. Alors, le premier gros changement, il est dans la manière de configurer le module d'intelligence artificielle, où tout devient beaucoup plus simple. On a par exemple donc, dans la liste des services d'intelligence artificielle disponibles, on avait déjà ChatGPT, Grok et puis Custom. Est venu se rajouter Mistral. On remarquera que quand on choisit un service en particulier, la particularité c'est juste que l'URL du service d'API est automatiquement renseignée. Il faudra donc juste renseigner sa clé. Personnellement, moi je travaille avec Mistral, donc vous avez les clés d'API qui sont disponibles gratuitement avec Mistral, où j'ai rarement atteint les quotas. On va sur le site de Mistral, on récupère la clé API, on la saisit ici et c'est fini. Et votre système d'AI via Mistral est opérationnel. Vous avez, ce qui est nouveau, des petits outils pour tester. Alors ici, je n'ai pas d'accès Internet, mais en gros, vous mettez votre prompt ici. Voilà. Réponds-moi à ma question. Tac, tac, tac. On fait générer. L'IA va être sollicitée et la réponse va être mise dans la zone de test. Maintenant, ça c'est pour l'aspect génération. On va pouvoir tester également d'autres fonctionnalités. Par exemple, la fonction de traduire le message dans une certaine langue. Donc on voit ici qu'au-delà du service de génération, nous avons également un service de traduction, à condition qu'un texte déjà saisi existe. On va choisir sa langue et automatiquement, l'IA va être sollicitée et l'ancien texte va être remplacé. Attention, vous perdez votre ancien texte, il est remplacé. Il n'y a pas encore moyen de récupérer la version d'origine. Il sera remplacé par le nouveau texte. Nous avons également des fonctions de résumé. Donc je veux résumer mon texte en 50 mots, en 50%. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le rephrase, changer le style du texte dans un style différent, style professionnel ou style humoristique. Pour l'instant, c'est les deux qui sont préconfigurés. Voilà. D'ailleurs, je vous
Ce mode de test, vous l'avez en mode texte, mais vous l'avez aussi en mode HTML, puisqu'en fait l'IA peut être aussi destinée à faire des contenus de mail ou de pages web. Donc ça c'est juste un petit éditeur pour pouvoir tester dans un contexte HTML. Donc là on voit qu'on est simplement avec un éditeur HTML. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, configuration et test. Donc très facilement on peut paramétrer son IA, on peut très facilement la tester avec simplement cette page. Parmi les nouveautés, on va avoir également la possibilité de mettre on va dire de la personnalisation supplémentaire par rapport à des fonctionnalités. Si je prends par exemple, je crée un nouveau profil custom. Par exemple, pour la génération de texte qui est dédié, donc vraiment spécifique à générer du texte pour un contenu de mail, eh bien, je vais pouvoir lui saisir, ça c'est le pré-prompt par défaut, que l'on voit automatiquement, mais on va pouvoir le changer, ce pré-prompt. Donc c'est un pré-prompt, c'est un message supplémentaire, une instruction supplémentaire qui sera donnée à l'IA en plus du prompt que vous allez taper spécifiquement dans votre cas. Donc c'est en général une des instructions génériques qui vont revenir systématiquement à chaque demande. Vous avez la possibilité de mettre des instructions avant votre message ou après votre message de manière systématique. En général, les pré-prompts qui sont proposés par défaut donc sont ceux qui seront mis en œuvre et suffisent pour la plupart des besoins en fait. Mais voilà, s'il y a un besoin vraiment de customiser, vous avez possibilité de customiser. Et ce que vous pouvez également modifier, c'est le nom du moteur d'IA que vous l'utilisez, puisque Mistral, ChatGPT ne propose pas un moteur, mais propose plusieurs avec des niveaux de qualité. Certains sont accessibles en mode payant, d'autres sont accessibles en mode gratuit. Vous pouvez forcer le nom du modèle simplement par cette page-là, si vous voulez forcer l'usage d'un autre modèle. Donc ça, c'était pour l'aspect, on va dire, configuration. Donc, je l'ai évoqué en regardant la configuration, mais il est clair que les fonctionnalités que j'ai évoquées ici sur le mode test, vous allez les avoir quand vous allez être sur la saisie d'un mail, par exemple. Donc si je prends un tiers, par exemple, le premier, bon, il est bien chargé en champ supplémentaire, celui-là, j'envoie un email. Voilà, on retrouve ici notre petite fonctionnalité d'IA avec la possibilité de générer un message, de modifier, de résumer ou de traduire. On va continuer dans le monde de l'IA avec une autre fonctionnalité très intéressante qui s'appelle les champs autogénérés personnalisés. Donc dans vos custom fields, donc les champs personnalisés, on va pouvoir définir un prompt, et le mieux c'est que je vous montre, pour que le champ soit automatiquement rempli par l'IA. Alors, prenons l'exemple, j'ai une institution qui utilise Olibar pour gérer des adhérents, ou plutôt de gérer des sociétés, c'est plus représentatif. Je vais créer un champ personnalisé. Alors, est-ce que je l'ai déjà fait? Bon, sinon, on va le refaire. Donc, par exemple, je crée un champ qui s'appelle année de... Bon, apparemment, j'ai déjà fait sur cette base de test. Voilà. J'ai créé un champ personnalisé ici. Année de création. C'est un champ comme les autres, c'est-à-dire qu'il va être soumis à un type, donc une chaîne, un numérique, etc. Mais je vais avoir en plus une information invitée IA. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre une instruction pour interroger l'intelligence artificielle de mon choix
en utilisant des variables personnalisées, enfin pardon, des variables de substitution. Par exemple ici, je veux le nom d'un tiers. Donc on retrouve ici toutes les variables de substitution qui sont à ma disposition. Et ici, mon instruction, c'est simplement année de création de la société. Et puis je mets la variable qui correspond au nom de la société. Ça, c'est pour mon champ personnalisé. Si je retourne sur mon tiers, je retrouve ici mon champ année de création. C'est un champ personnalisé, donc je vais pouvoir le modifier à la main si je veux. 198. C'est pas en 98. Voilà. Laurent était dernier, en fait. Mais on a également ce petit bouton. Et quand on va cliquer dessus, eh bien, la machine va automatiquement faire une requête. Elle va envoyer à votre intelligence artificielle, à votre serveur d'API d'intelligence artificielle, l'instruction année de création de la société, ici pour l'exemple d'HolyCloud. L'IA va chercher, va vous répondre et automatiquement elle va renseigner l'information et elle va l'enregistrer. Voilà. Donc on peut remplir comme ça des champs automatiquement d'un simple clic sur le petit bouton IA dès lors qu'on a utilisé un champ personnalisé IA. C'est forcément un clic. C'est forcément un seul clic. Ouais. Il n'y a pas juste à la création que ça génère automatiquement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est forcément sur clic. Il y a des choses encore à améliorer là-dessus, notamment si vous avez par exemple une intelligence, enfin si vous avez défini un champ personnalisé qui était de type numérique, puis vous posez une question qui répond du texte, ça ne va pas rentrer, elle ne va pas réussir. Et il y a encore aujourd'hui, c'est encore perfectible au niveau de la gestion d'erreur. Donc en cas d'erreur, la valeur va être remplacée par le message d'erreur. Et voilà. Exemple, si tu as dépassé ton quota Bah, tu auras une erreur. Ouais. Tu auras un message d'erreur disant quota dépassé qui s'affichera à l'écran et rien ne sera enregistré dans ces cas-là. L'NVIDIA, il est sur tous les types d'extra-field? Oui, il est sur tous les types d'extra-field. Donc, il faut bien faire attention à mettre une question qui renvoie un type. Et c'est là que la configuration a son intérêt au niveau du pré-prompt et du post-prompt. C'est que par exemple ici, pour avoir le résultat, je lui ai dit de me renvoyer qu'une et une seule réponse, parce que des fois les IA renvoient deux réponses. Alors, nous, ce qu'on veut stocker, c'est une seule réponse. Bon là, pour une création, en général, il n'y en a qu'une, mais il y a des questions, il y a des sujets où l'IA pourrait très bien trouver deux ou trois réponses. Notamment quand elle a un doute, elle va dire je pense que ça a été écrit en telle année, mais j'ai des infos qui disent que ça pourrait avoir été en telle année. Bon là, on lui demande de faire un choix, de choisir une et une seule. Et puis je lui demande que, ici c'est un champ numérique, je lui demande que la réponse ne soit faite en numérique et non pas textuelle. Parce qu'elle peut aussi très bien répondre en lettres mon année. Voilà, donc ça c'était pour la notion de champ personnalisé auto-alimenté par l'IA. Pour ce qui est des nouveaux modules, on a le module portail de site web qui passe au statut stable. Donc il a été introduit il y a quelques versions maintenant. Il y a eu quelques tours de tournevis qui ont été faits. Et il est suffisamment mature, donc c'est le module qui vous permet d'offrir à votre client un portail web dans lequel le client va pouvoir retrouver ses commandes, ses factures, etc. sans faire de développement spécifique et sans installer de module externe spécifique. C'est purement natif de l'IBAR. Le module Workstation qui permet de gérer les postes de travail sur le module de GPAO qui te passe également en stable. Et vous avez un début de module sous Total. Début, donc qui est dans le statut. J'ai mis un point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas sûr qu'il est peut-être en développement, je ne sais plus. Non, il est en stable. Non, tu l'as soumis en stable, je l'ai désoumis. Aujourd'hui, là, je viens de pouler et il apparaît dans les modules en stable. Peut-être que j'ai pas une conf normale, je regarde. T'as mis à jour? T'es à jour d'aujourd'hui? Ou d'hier? Ce matin, ouais. Bon. En tout cas, il devrait être Oui, il devrait pas être en stable. Il ne devrait pas être en stable, il devrait être en expérimental. Donc ça permet, pour ceux qui connaissent les modules sous Total... Pardon? J'ai des chamallows pour passer en stable. Ouais, ben ça ne marchera pas.
Donc, Hier, il n'était pas en stable. ouais, je pense que tu dois te tromper parce que je suis sûr qu'il a été dégradé en expérimental, même si je reconnais qu'il a été soumis en stable. On verra. Ensuite, le module site web qui est maintenant site externe. Le module site externe permettait de rajouter une entrée menu dans le menu de la barre du haut sur lequel on allait mettre l'URL qu'on voulait et quand on cliquait dessus, on avait l'URL qui s'affichait dans la frame en dessous. Donc ce module a été complètement supprimé. Il n'a plus de raison d'être. Pourquoi? Parce que l'éditeur de menu a été amélioré et on peut apporter cette fonctionnalité nativement grâce à l'éditeur de menu. C'est-à-dire que quand vous dites « je rajoute une entrée menu », vous avez une nouvelle information. Est-ce que cette entrée menu va s'afficher, va remplacer l'écran traditionnel, cette nouvelle URL, ou est-ce qu'elle va apparaître dans une frame en dessous du menu du haut? Donc il suffit de cocher cette case. L'avantage, c'est qu'on économise un module qui avait vraiment très peu de fonctionnalités. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'est plus limité à une entrée. On peut créer 5 entrées menus, les 5 avec l'option affiche-moi l'URL dans une frame. Donc ça va plus loin que ce qu'on pouvait faire avant. Donc le module external site n'avait plus de raison d'être, donc il a été supprimé. Les fonctionnalités pour les développeurs. Alors, des nouveaux messages d'API, il y en a à peu près 8. Des nouveaux hooks, il y en a une dizaine. Des nouvelles fonctions également avec recommandations, même si ça continue de fonctionner à l'ancienne, mais des nouvelles recommandations sur la manière de référencer un répertoire de travail ou un répertoire temporaire d'un module. Ça, c'est l'ancienne écriture. Ça, c'est la nouvelle. Il y a un autre paramètre qui permet de dire si c'est le répertoire temporaire ou un deuxième paramètre ici. Voilà, donc ça va évoluer avec le temps. Le code commence à s'adapter avec cette nouvelle fonction. L'avantage de cette fonction, c'est qu'elle permet aussi de gérer notamment le multi-compagnie, puisqu'elle intègre toute la logique. Si je suis la société 1, je vais chercher dans un répertoire qui n'est pas le même que la société 2. Elle va gérer la notion de warning PHP qu'on pouvait avoir dans certains cas quand cette variable n'était pas définie. Donc voilà, il y a de multiples avantages à utiliser cette méthode-là. On va voir la même chose pour retrouver les variables qui définissent le délai d'alerte avec laquelle on va mettre un petit point d'exclamation pour certaines notions en retard dans l'application. Les développeurs peuvent maintenant récupérer ce délai grâce à une fonction dédiée. On a également une fonction supplémentaire qui s'appelle print.html for attribute URL qui permet de formater et de nettoyer une URL qui doit être affichée dans un attribut HTML. Donc ça, les développeurs, ça leur parle. On avait déjà plusieurs fonctions qui permettent de nettoyer la donnée pour être affichée à l'écran dans une page HTML. On en a une supplémentaire pour les cas particuliers où c'est une URL qu'on veut mettre dans un attribut, par exemple l'attribut SRC d'une image ou ce genre de choses. Donc ça fait plein de nettoyage de sécurité. C'est surtout à peu près le seul intérêt de cette fonctionnalité. Une nouvelle rubrique que Wanted, We Need You. Régulièrement, je me dis, tiens, ce serait bien si quelqu'un faisait ce truc-là, ça. On a une appli qui grossit sans arrêt et très rarement on a des contributions pour enlever. Il y en a très peu. Alors, il y en a un qui a commencé à s'y mettre. Merci. Même si je n'ai pas pu les intégrer, elles le seront sûrement au prochain. Mais on commence à avoir du nettoyage et on a besoin à un moment donné de nettoyer parce que sinon ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et ça va. Et parmi les choses, des fois, je me dis tiens, mais ça ne sert plus à rien, on pourrait l'enlever, on pourrait le simplifier, etc. J'en ai deux qui sont venus comme ça. Je me suis dit je vais les mettre et je compléterai la liste au fur et à mesure, mais j'ai pas eu le temps parce que la liste elle pourrait être longue comme le bras. Mais je préfère en parler, des fois qu'il y en a qui veulent s'y mettre pour aider à améliorer. On a un module qui s'appelle OpenID, dont le seul but est de rendre visible une page qui permet de modifier des variables de configuration. Or, c'est des variables de configuration de sécurité qui ont leur place dans le menu configuration sécurité. Avoir un module juste pour faire en sorte que cet onglet soit visible ou pas,
C'est un module supplémentaire dans la liste de modules qui est déjà longue. Donc ça ne sert à rien. Donc faisons-le sauter et remplaçons-le simplement par la page. La page que ce module ajoute, mettons-la en standard dans le menu sécurité et ce sera bien mieux. Ceux qui veulent s'y attacher, il y a le champ libellé. Il n'y a aujourd'hui plus rien qui s'oppose à ce qu'il soit remis en label, notamment cette table-là. Donc là, quand je dis renommer, c'est pas juste dans le code. On a commencé depuis un moment déjà à renommer tout ce qui est libellé en label dans le code. Mais on peut commencer à le faire également dans les tables physiques. Et notamment celle-là, qui est un bon candidat pour commencer. C'était juste aussi pour mettre la main à la pâte à une éventuelle nouvelle équipe de nettoyeurs. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Hein, moi j'aime bien les nettoyeurs, quoi. Ça on peut en passer parce que Eric en a parlé beaucoup aussi. Donc ça c'était sur le contribution process. Donc Eric a évoqué la partie du processus. Si vous vous souvenez, à la version 21, j'avais présenté ce graphique. On est au même point, c'est-à-dire que les flèches oranges qu'on espérait être réduites à 0 par la simple automatisation, elles sont toujours là. Et on va dire que même avec le temps, on a constaté qu'elles avaient tendance à grossir. Donc si vous avez des compétences, deuxième appel, sur l'automatisation GitHub dans un contexte d'un repository d'organisation, simplement il faut réussir à placer un tag en fonction de la branche dans laquelle on est, ou bien faire de l'assignation automatique de personnes en fonction d'une branche dans laquelle on est. On fera un gros pas en avant. Donc avis aux volontaires. On a essayé, on s'est cassé les dents. Ça, j'en parlerai peut-être... ouais, allez, on est lancé. On a le temps? Il est où le chef du timing? 10 minutes avant d'aller manger. 10 minutes avant d'aller manger. Alors on n'a pas le temps. Je vous en parlerai la prochaine fois. Tac. Hein, d'ici aussi et là, vous irez voir sur internet. C'est des notions un peu techniques. Eric a évoqué la difficulté une des difficultés dans le cadre du maintien d'une version de maintenance, c'est de la décision. Est-ce que cette modification, est-ce qu'elle est légitime dans une version de maintenance ou est-ce qu'elle doit être plutôt... Voilà. Sachant qu'on n'a pas tous la même définition du bug. Il y en a beaucoup. Un bug, c'est une feature. Voilà. Parce qu'on ne peut pas le faire, donc ça ne marche pas. Je ne peux pas faire quelque chose, donc ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, c'est un bug. Bon, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire que ça ne marche pas que c'est un bug. Donc, pour essayer de rendre les choses un peu plus claires, j'ai fait une petite matrice. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais la page, hein, c'est plus clair là. Hein, mais je vais vous la lire. Est-ce qu'on est dans le cas, par exemple, au moins le début, est-ce qu'on est dans le cas d'un correctif de... Est-ce que ça améliore la sécurité? Oui, non. Voilà, en fonction de toutes les questions, on va suivre un chemin. Et à la fin, on va avoir une décision. Je suis en branche de développement ou je suis en branche de maintenance. Sachant qu'il y a des cas, des fois, tendancieux, qui sont assez subjectifs. Je prends par exemple ici. Est-ce que c'est une grosse PR ou est-ce que c'est une petite PR? Si c'est une très grosse PR, le problème en version de maintenance, c'est qu'après, ça ne monte plus. On ne peut plus faire les merges. L'autre problème, c'est que ça, en réparant un truc, on en casse plein d'autres. Est-ce que c'est une PR de marque ou pas? Voilà. Donc ça c'est des choses qui restent assez subjectives, mais ça permet d'avoir déjà au moins une vision des questions qu'il faut se poser, parce qu'il y en a certaines où il n'y a pas débat, et ça permet de trancher certains litiges. Personne ne dit mais ouais, mais je comprends pas, celle-là, elle devrait, pourquoi elle n'est pas là-dedans? Ben, si tu suis la matrice, tu verras qu'elle n'a aucune raison d'être en branche maintenance. Elle va arriver, elle va peut-être arriver ici, pof pof, et hop, elle va arriver en branche développe. Voilà. Et puis il y a les cas tendancieux qu'on ne pourra jamais éviter. Bon, bah là, c'est à la libre appréciation du merger. Mais déjà, je pense que 95% des pull requests qui sont acceptés rentrent là-dedans. Il y a peut-être encore un cas qu'il va falloir rajouter, qu'on a déjà identifié, notamment pour le périmètre de la loi finance. Ou est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est une fonctionnalité qui touche à du code qui est régi par une contrainte de non-modification due à une loi ou une certification?
et on aura un chemin où on devra sûrement passer en développe, par exemple dès lors qu'on touche au mécanisme de log inaltérable, puisque ça va être la loi qui va nous l'imposer. Enfin, le Dolly Store, on va en parler. Donc vous avez peut-être apprécié ou pas, mais en tout cas, on a un nouveau Dolly Store qui ressemble carrément à l'ancien, puisque ça a été fait avec les specs, c'est de faire pareil que l'ancien. Donc c'est à peu près normal si tout est identique. Qui marche plutôt bien, puisque ça fait maintenant 6 mois qu'il tourne. On a eu quelques incidents de paiement qu'on a, surtout au début, qui se sont réglés. On en a très peu, mais même si on a encore peut-être quoi, 2 par mois peut-être, maximum. Sachant qu'on fait, au niveau des ventes, on en fait quoi, 15-20 par jour, je pense. Donc, le principe, il est simple. C'est un nouveau module qui s'appelle le module Marketplace. Donc, avant, on avait PrestaShop, plus un module spécifique qui s'appelait Dolly Store, qu'on avait fait, donc qui était maison, hein, la communauté d'Olibar qui l'avait fait. Ça représentait 300 mégaoctets de code. Donc, il y avait du HTML, du PHP, du JS, du Smarty, c'était du framework PrestaShop. On a remplacé tout ça par un module qui fait plus que, il n'y a pas d'erreur, hein, 0,1 méga. Donc, on a divisé par 3000 la quantité de code pour faire la même chose que ce qu'on avait avec l'ancien PrestaShop. En termes de performance, on a également un peu amélioré à peu près tous les indicateurs en termes de meilleures pratiques, de SEO. Alors on était déjà au max dans les 2 cas. Et puis en termes de réactivité, ça se voit plutôt, alors moi en tout cas je le constate, mais je suis peut-être biaisé, mais clairement c'est beaucoup plus fluide que l'ancienne application. Puisqu'on est dans le cas ici, hein, on avait des temps de réponse de 650 millisecondes, on est passé à 380, sachant qu'on a encore fait très peu d'optimisation sur le Dolly Store. Là, on est vraiment sur un module qui fonctionne grâce au CMS de Dolibar sans avoir fait de vraie optimisation. Et on a pas mal de pistes. Mais bon, vu les performances qu'on a, je ne suis pas sûr qu'on les explore pour l'instant. Donc voilà. Donc il y a plein d'avantages. On n'a plus qu'un seul compte client. Avant on en avait un dans Dolibar, un dans PrestaShop. On n'a plus de PrestaShop à mettre à jour. On n'a plus de serveur à payer. Alors on paye encore parce qu'on garde l'ancien en vie des fois que. Mais on va bientôt le fermer parce que ça fait quand même maintenant 6 mois qu'on n'a plus besoin de se connecter à ce serveur-là. Tout a bien été migré, tout va bien. On a en plus maintenant du CAPTCHA au niveau de la souscription, donc on a beaucoup moins de faux comptes qu'avant. On a l'indexation des produits qui se fait en temps réel, ce qui n'était pas le cas avec PrestaShop. Il y avait un traitement qui tournait toutes les semaines et des fois il y avait des ratés et il ne passait pas. Donc le produit il mettait des fois 1 mois à être indexé sur Internet. On ne fait plus d'usage de protocoles obsolètes, le protocole SOAP, ce qu'on faisait avant entre l'ancien PrestaShop et le Dolibar, pour pouvoir afficher notamment les descriptifs de combien vous aviez vendu de modules, tout ça c'était stocké, il fallait combien vous aviez été payé en termes de commission, donc tout ça c'est basé sur du SOAP. Ça disparaît. Bon, l'interface un peu plus claire, donc on n'en parlera pas pour ceux qui l'ont vu. Il n'y a plus de besoin de gérer les tags auto pour mettre automatiquement dans la description les versions min, max, PHP, tout ça. Ce sont des champs structurés maintenant qui sont des champs personnalisés d'Olibar. On a rajouté la notion de min et de max PHP. La homepage qui avant affichait que certains produits parce qu'il fallait demander à un administrateur de faire apparaître le produit dans la homepage, donc tout ça c'était source de conflit. Donc maintenant c'est du full random pour tout le monde. Il n'y a plus de. Et dans toute la base de produits Dolly Store. Un responsive, si vous essayez de vous en servir avec le smartphone, vous verrez que ça marche très bien et c'est très propre. Les traductions, vu que c'est un module Dolibar, eh bien, elles sont gérées comme pour le reste, c'est-à-dire dans Transifex, donc le module Marketplace. Si on veut l'avoir en 20 langues, eh ben, il suffit d'aller dans le projet Transifex et puis de traduire dans les autres langues. Alors, il y a des petites fonctionnalités qui manquent, je vois, mais... On a la possibilité, donc maintenant on archive les versions des modules, donc si vous pouvez, c'est pas encore exploité pour l'instant, c'est au niveau back-office, mais on pourrait très bien demain exploiter
récupérer, par exemple, faire un retour arrière pour revenir sur une version précédente, puisqu'on a l'information et c'est stocké. Tout ça, c'est stocké dans le Dolibar. Les sources du module Marketplace sont disponibles sur GitHub, donc dans le repository GitHub Dolibar Foundation. Il est possible maintenant aux modérateurs, donc l'association Dolibar, de mettre des petits commentaires, des notes, des warnings sur un module en particulier pour alerter les utilisateurs sans impacter la description qui a été faite par l'éditeur. Parce qu'avant, il fallait toucher à ce qu'avait saisi l'éditeur. Maintenant, c'est indépendant. On a un SEO qui est meilleur et qui est en temps réel. Le moins, c'est qu'on a, lorsqu'on a fait le choix, pour raison de facilité et de ne pas se multiplier les problématiques, il n'y a pas le support de PayPal aujourd'hui qui est intégré. Donc aujourd'hui, tout fonctionne grâce au paiement par carte bancaire sur Stripe. Mais tout a été fait en utilisant le système de paiement natif de Dolibar, lequel est capable de faire du PayPal, voire même d'autres modules externes. Donc ce module, en théorie, même si on n'a jamais testé, il est capable, il pourrait accepter aussi le paiement par PayPal. En tout cas, tout a été fait pour accepter N modes de paiement, tous ceux qui sont disponibles dans Dolibar, et également disponibles par module externe. Voilà, donc c'est ce que je mentionne sur ce dernier point. On est en théorie capable de supporter tout mode de paiement. Voilà. Bon, les évolutions futures, on va passer. Et enfin, la dernière grosse modification. Donc, Super Momo a encore frappé. Voilà, il nous a fait le Dolly Store. Et bien là, il nous a intégré le Dolly Store dans Dolibar. Donc, si vous allez rechercher un module, une application externe, alors la copie d'écran, elle n'est même pas bonne. Parce que ça va encore au-delà. Donc je vais carrément vous mettre configuration module. Donc on va rechercher un module externe et on voit qu'on a deux sources possibles. On a la source, le Dolly Store, mais également le repository dont on en parle déjà depuis quelques DevCamp, le repository des modules communautaires. Ça, c'est l'appli Dolibar de la fondation qui est enrichie par le module Marketplace. Et ce module Marketplace fournit aussi des API spéciales en lecture seule pour pouvoir être consulté par un Dolibar. Et le module repo, je vous expliquerai après comment ça fonctionne, mais c'est deux sources différentes que l'on peut activer ou non. Alors là, sans Internet, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Bah voilà, non connecté et non connecté. Ah, Ça donne un warning en fait. normal, j'ai un cache. Puisqu'il ne va pas systématiquement aller voir, il peut aller voir éventuellement sur un cache. Donc, globalement, vous allez avoir ici la liste de tous les modules. Donc, tous les modules de Dolly Store seront disponibles. Vous avez la possibilité de les rechercher. Vous allez avoir également une barre de navigation pour les naviguer dans les catégories. Et c'est en temps réel live. Donc ça veut dire que ça interroge le Dolly Store. Donc c'est via les API fournis par le module de Marketplace. Et puis pour les modules qui sont dans ce repository-là, donc le repository des modules communautaires, là on a tout un système. En fait, il y a un fichier index là-dedans. Donc il y a un fichier YAML qui référence tous les modules qui sont dans le repository communautaire. Le repository communautaire, ça peut être des répertoires avec du code source, mais ça peut être aussi des pointeurs vers un autre repository avec du code source. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que le module communautaire Tartampion soit géré par la plateforme de Tartampion directement. À partir du moment où on le référence comme un module communautaire, il pourra apparaître, donc c'est une possibilité. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre, lesquels, ce n'est pas forcément moi qui vais le décider, mais en tout cas, techniquement, on sait aussi bien intégrer, je prends par exemple ici, ce module LOASO, c'est un module dont le code est directement là-dedans. Par contre, ce module-là, le code n'est pas là-dedans, il y a juste un fichier descriptif avec le pointeur vers le code source. Et ça n'empêche pas d'avoir le lien. En cliquant, je vais directement aller vers le repo officiel. Quand le module est téléchargeable
parce que il y a ce qu'il faut. Par exemple, le module il se trouve aussi sur le Dolly Store et qu'il y a un zip et qu'il est gratuit. On va aussi pouvoir aller donc basculer en cliquant ici sur le Dolly Store ou carrément télécharger le zip directement. Il n'y a pas encore l'activation automatique, ça on verra dans un second temps. Mais on peut interroger, rechercher et télécharger. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut faire grâce à cette page, aussi bien dans le Dolly Store que dans le répertoire communautaire. Et tout ça, ça se configure avec des fichiers YAML. On dit, voilà, ce module, c'est téléchargeable, c'est pas téléchargeable, les sources sont à tel endroit. Voilà, il y a plein de choses. Ça se met à jour automatiquement dans le Dolly Store ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles. On a essayé d'ouvrir à toutes les possibilités. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ces deux modules-là, ils ont plus été faits, mis à des fins d'expérimentation pour montrer qu'on savait faire deux profils différents. Et voilà, mais on verra comment ça évolue pour la suite. Mais c'était un gros sujet. Voilà, là vous avez une vision, ce que ça donne lorsque le Dolly Store est branché, qu'il y a l'accès Internet. Vous récupérez toutes les catégories sur le côté gauche, qui sont les mêmes que le Dolly Store, puisque c'est simplement une récupération des infos du vrai Dolly Store par API. Voilà, j'ai terminé. On va aller manger. Et puis, comme d'hab, si vous voulez la liste complète de tous les changements, le changelog. Et puis, bon courage avec, parce que faut comprendre quoi. Tu nous mets la presse quelque part, par contre, elle est pas trop...